La semaine de la classe inversée est donc organisée par l'association Inversons la classe qui est heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Et donc j'ai l'honneur d'avoir à ma gauche la coordinatrice locale pour l'Académie de Rennes et à ma droite la présidente de l'association, Héloïse Dufour. Bonjour Jean-Marie Lejeune. Bonjour Claude Tran. Tu es professeur de français en collège, plus exactement au collège Croas-Arpénoc à Guilers. C'est dans le Finistère Nord. Guilers, c'est une petite ville périurbaine autour de la ville de Brest. Tu étais donc sur la scène, là maintenant, dans l'amphithéâtre du pôle numérique Villejean à Rennes. Qu'est-ce que tu faisais sur cette scène ? Eh bien, j'étais là en tant que professeur, simple professeur qui expérimente la classe inversée maintenant depuis 4 ans. Et j'étais là pour faire un retour d'expérience et participer à cette table ronde assez dynamique en compagnie de notre directeur académique du numérique, le représentant de la CARDI et Héloïse Dufour, président de l'association Inversons la classe. Donc moi j'étais un petit peu la parole du praticien de terrain. Alors parlons aux praticiens. Quand est-ce que tu es tombé dans la marmite de la classe inversée ? Eh bien, quand j'ai rencontré Héloïse Dufour à une de ses premières interventions en 2014 au stage de Créteil qui s'appelait Subvertir la pédagogie. Oula. Et quand j'ai rencontré, elle m'a proposé la solution à une problématique qui commençait à me faire souffrir dans ma pratique de l'enseignement, c'est-à-dire que je commençais à voir que j'étais prisonnier des injonctions paradoxales entre ce qu'on demande aux professeurs, c'est-à-dire de transmettre un programme assez conséquent et de pratiquer une pédagogie de projet qui va permettre de valider des compétences. Et donc je pratiquais ce qu'on pourrait appeler une pédagogie du balancier, c'est-à-dire je passais de l'activité à la passivité, de la complicité avec les élèves, à l'autorité, du silence, à l'animation. Et quand j'ai vu que je pouvais faire les deux en exportant le cours magistral sur une plateforme numérique, alors là, j'ai dit à Héloïse Dufour, j'adhère à ton association. Alors bon, tu as dit dans cette table ronde, et on va parler de ce positionnement de l'enseignant dans sa classe. Le paradoxe, c'est qu'en s'effaçant, on retrouve de l'empowerment. Alors moi, j'aimerais quand même que tu explicites d'abord comment, en s'effaçant, on peut retrouver l'empowerment. D'abord, c'est quoi l'empowerment ? L'empowerment, c'est une façon de reprendre le contrôle sur son quotidien, sur son métier, et pour un professeur, d'élaborer une pédagogie personnelle qu'il va puiser chez nos illustres ancêtres et qu'il appartient à chacun de choisir. Pour moi, Célestin Freinet, mais aussi les pédagogues libertaires et ceux de l'émancipation, par exemple, tout en liant ça au numérique. Ça, c'est personnel, mais c'est-à-dire qu'en m'effaçant de la place frontale, en me libérant en fait de cette place du professeur omnipotent, omniprésent, omniscient, et en laissant le contrôle, le pouvoir aux élèves, je me suis retrouvé en harmonie avec ce que moi je voulais pratiquer, alors que jusque-là, quand je devais faire passer le programme au forceps, eh bien, c'est là que j'étais pas moi-même en fait. Et puis je pense qu'on est là pour apprendre aux élèves à travailler en autonomie et leur apprendre à coopérer aussi. Alors, tu es prisonnier des élèves ? Je ne suis pas prisonnier, mais je suis plus à leur disposition. Et c'est-à-dire que pour moi, l'idéal, c'est quand la classe devient une classe atelier, que je peux m'effacer un petit moment, que je me mets sur le côté et que je vois les élèves qui bougent, qui construisent, qui échangent et qui font eux-mêmes le cours. Et quand ils m'appellent à ce moment-là, c'est qu'ils ont besoin de moi, donc j'arrive en terrain conquis. Et en plus, je les laisse eux-mêmes mobiliser les prérequis. Et quand j'arrive, c'est à moi, en tant qu'expert, parce que je reste l'expert de ma discipline, c'est à moi de voir, par rapport à la connaissance que j'ai des élèves, d'amener chacun plus loin. Mais alors, t'as plus d'autorité alors ? J'ai énormément d'autorité et de respect, et ce respect, je le gagne, et je vois bien que les relations avec les élèves se sont apaisées et que mon métier a gagné aussi en relations humaines. Alors, tu es un coach ?
Oui, je suis un coach, on peut le dire. Je suis un coach comme les coachs sportifs qui s'occupent de tous les jeunes de France sur tous les terrains de foot le mercredi et le week-end, comme dans ce sens où ils arrivent à faire progresser les individus et à s'appuyer sur les compétences de chaque individu pour les mettre au service d'un collectif, et avec un idéal que finalement le collectif se débrouille tout seul sur le terrain en se passant de l'aide du coach qui pourra toujours crier sur le rebord, mais en fait là c'est trop tard quand le match est lancé, c'est l'équipe qui se débrouille. Ouais, tu as cité donc un certain nombre de personnalités du début du XXe siècle. On peut remonter un petit peu plus loin. La classe mutuelle, tu l'as, je crois, un petit peu cité, tu as fait référence à cela. En d'autres termes, on n'invente rien avec la classe inversée. C'est le grand paradoxe de la classe inversée qui se présente souvent comme une innovation alors qu'elle permet justement par la technique qu'elle propose aux professeurs de pratiquer, elle permet de renouer avec un enseignement mutuel qui date du XVIIIe siècle et qui avait fait ses preuves. Et qui a été stoppé au XIXe. Oui. Pour des raisons qu'on va peut-être pas évoquer ici. Oui, on me demandera peut-être aux personnes qui vont entendre cette vidéo d'aller faire des recherches, effectivement, pour savoir un petit peu comment ça s'est passé. Parce qu'on aurait pu, aujourd'hui, être les héritiers de la classe mutuelle. De la classe mutuelle. Et ce n'est pas le cas. Mais ça peut redevenir le cas grâce à la classe inversée qui peut permettre aux élèves de pratiquer l'enseignement par les pairs et le travail en coopération. Alors ce type de travail, ce type de mise en activité des élèves dans la classe, c'est une façon de remplacer un vase qu'on remplit par un feu qu'on allume. Mais un feu qu'on allume, on ne peut ne pas le maîtriser. Le feu, ça brûle. Effectivement, il y a une prise de risque de la part du professeur, mais je pense que si le professeur accorde la confiance aux élèves, il va recevoir en retour cette même confiance. Ça doit être réciproque. Et puis c'est à lui un petit peu de souffler sur les braises quand il n'y a pas assez pour conserver le feu. Pour conserver le feu, ou alors parfois aussi de réduire la régie d'oxygène. Dis-moi, mais dans ce type de pédagogie, dans ce type de philosophie, affirme Catherine Becchetti-Bizot, c'est quoi le savoir? Ça se réduit à quoi? Il est négligeable? Le savoir, de toute façon, en tant que professeur, on est astreint à transmettre le savoir, mais en fait le programme il reste toujours là, mais au lieu que ce soit des connaissances, des savoirs qui sont transmises de façon descendante à un public passif qui apprend tous au même moment le même contenu, ça devient plutôt l'objet d'une quête, l'objet d'une aventure collective où il s'agit d'acquérir ce savoir, de se hisser, de s'élever plutôt que le savoir, même je dirais plutôt la connaissance. Et pourquoi? Parce que par étymologie, la connaissance, ça veut dire renaître ensemble. Et je pense que le professeur lui-même, à partir du moment où il participe à ce collectif, il apprend lui-même de ses élèves, et il a aussi beaucoup de choses à apprendre par rapport à sa propre discipline parce que le savoir est infini. Merci beaucoup Jean-Marie. Merci Claude Tran.